Pensez à n'importe quel mouvement, un simple clin d'œil ou le sprint le plus intense. Chacun de ces gestes est le résultat d'un véritable miracle d'ingénierie biologique. Alors aujourd'hui, on va plonger au cœur de nos muscles pour comprendre comment ils transforment de l'énergie chimique pure en force mécanique brute. La question qu'on se pose est donc la suivante. Comment notre corps réussit-il cet exploit? Comment l'énergie contenue dans une minuscule molécule peut-elle se transformer en une force capable de soulever des poids ou de nous faire courir un marathon? La réponse, vous allez le voir, est absolument fascinante. Bon, tout commence ici, avec une vue assez familière. Le muscle. Ce tissu dense et puissant, solidement ancré à nos os, c'est lui le moteur de tous nos mouvements. Mais ce qui est fou, c'est que la vraie source de sa puissance, elle est complètement invisible. Pour la trouver, il va falloir zoomer, vraiment beaucoup. Pour comprendre comment un moteur aussi complexe fonctionne, il faut d'abord jeter un œil à ses pièces. Allez, on va démonter le muscle couche par couche pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, un muscle, ce n'est pas juste un gros bloc, pas du tout. C'est en fait un assemblage de faisceaux, un peu comme un gros câble électrique qui serait fait de plein de fils plus petits. Et si on regarde à l'intérieur de ces faisceaux, on trouve les composantes de base, les fibres musculaires. En zoomant encore un peu, on tombe sur la fibre musculaire. C'est une seule et unique cellule, mais attention, une cellule extraordinaire, elle est incroyablement longue. Et c'est là qu'on commence à voir ce motif rayé si particulier, ces fameuses stries qui sont la clé de tout. Et ce n'est pas fini. À l'intérieur de chaque fibre, on trouve des milliers de filaments encore plus fins, les myofibrilles. Ce sont elles les véritables moteurs de la cellule. Si le muscle est le moteur de la voiture, les myofibrilles, ce sont les pistons. C'est là que toute l'action se passe. Et si on pousse le zoom encore un cran plus loin, on voit que la myofibrille a une structure parfaitement organisée. C'est une longue chaîne de segments identiques qui se répètent un peu comme des wagons accrochés les uns aux autres pour former un train. Et chacun de ces wagons est une machine contractile miniature. Eh bien ce wagon, cette unité de base, ça s'appelle le sarcomère. Et là, attention, c'est vraiment le point crucial. Si on comprend ce qui se passe dans un seul de ces sarcomères, on comprend comment un muscle tout entier se contracte. C'est l'unité de base faite de deux protéines stars, l'actine et la myosine. Bon, maintenant qu'on a vu le plan de la machine, il est temps de voir comment elle tourne. Comment ces filaments minuscules arrivent-ils à générer une force aussi incroyable? C'est parti, on va aller voir la petite danse moléculaire qui se joue à l'intérieur de chaque sarcomère. Regardez bien la différence entre ces deux images. À gauche, le sarcomère est au repos, relâché. À droite, il est contracté. On voit bien que la longueur totale a diminué, c'est évident, mais, et c'est là que ça devient fascinant, regardez les filaments eux-mêmes. Ils n'ont pas changé de taille. Alors comment c'est possible? La réponse, c'est l'une des théories les plus élégantes de toute la biologie, la théorie du glissement des filaments. La contraction, ce n'est pas que les filaments rétrécissent, non, ils glissent les uns sur les autres. Les filaments fins d'actine sont tirés vers le centre par les filaments épais de myosine. Imaginez un peu les différentes parties d'un télescope qui coulissent pour se replier. Et ce glissement, il se fait grâce à un cycle hyper rapide en 4 temps. Imaginez que les têtes de myosine sont comme des millions de petites rames. D'abord, elles s'attachent à l'actine. Ensuite, elles pivotent et en pivotant, elles tirent l'actine. Puis, elles se détachent et enfin, elles se remettent en position pour recommencer. Et maintenant, imaginez ça, mais qui se répète des milliers de fois par seconde dans des millions de sarcomères en même temps. Voilà d'où vient la force. Ok, donc on a un moteur moléculaire surpuissant. Mais évidemment, il ne peut pas tourner en permanence. Sinon, on serait tout le temps contracté. Il lui faut des interrupteurs. Un signal pour démarrer et du carburant pour tourner. Alors, qu'est-ce qui donne le top départ? Là, ces graphiques sont très clairs, ils nous montrent les deux ingrédients absolument indispensables. À gauche, si on bloque l'ATP, la molécule d'énergie, tout s'arrête. À droite, si on enlève les ions calcium, c'est pareil. Le message est limpide, pas de calcium et pas d'ATP, eh bien il ne se passe rien, zéro contraction. Le calcium, en fait, c'est la clé. C'est lui qui vient déverrouiller la machine. Au repos, il y a une autre protéine qui bloque les sites où la myosine doit s'accrocher sur l'actine, un peu comme un cadenas. Quand le calcium arrive, il se fixe à un complexe qui fait bouger ce cadenas. Et hop, les sites de liaison sont libres, les rames de myosine peuvent enfin s'accrocher à la corde d'actine. Et l'ATP alors, c'est la fameuse molécule d'énergie de la cellule. Et elle a deux boulots, tous les deux hyper importants. D'abord, quand elle est cassée, elle libère l'énergie qui permet à la rame de myosine de pivoter. Mais son deuxième rôle est tout aussi vital. Il faut qu'une nouvelle molécule d'ATP vienne se fixer pour que la tête de myosine se détache de l'actine. C'est pour ça que sans ATP, les muscles restent bloqués, c'est ce qu'on appelle la rigidité cadavérique.
Bon, tout ça c'est génial, mais ça nous amène à un petit problème. Ce processus consomme une quantité astronomique d'ATP. Le truc c'est que nos muscles, ils ont très peu de stock d'ATP. Alors comment ils font pour ne jamais tomber en panne sèche, même pendant un effort super intense? Juste pour donner une idée, 1 kg de muscle ne contient que 0,25 kJ d'énergie sous forme d'ATP. Avec ça, on peut à peine faire un sprint de quelques secondes. C'est rien du tout. Donc c'est clair, nos muscles sont des champions du monde pour fabriquer d'énergie en temps réel, à la volée. Et pour y arriver, le corps a plusieurs systèmes, un peu comme une voiture hybride qui choisit entre son moteur électrique et son moteur à essence. Le système utilisé va dépendre de l'intensité et de la durée de l'effort. Pour un effort hyper intense et court, genre un sprint de 100 mètres, le corps utilise les voies anaérobie. Anaérobie, ça veut dire sans oxygène. C'est ultra rapide, ça utilise l'énergie qui est déjà prête dans le muscle. Le problème, ça ne dure pas longtemps et ça produit des déchets comme le fameux lactate qu'on associe souvent à la fatigue. Maintenant, pour un effort plus long, type marathon, c'est la voie aérobie qui prend le relais. C'est un système plus lent à se mettre en route, mais par contre, il est beaucoup plus endurant. En utilisant l'oxygène qu'on respire, il peut produire de l'ATP en masse et nous permettre de tenir pendant des heures. Mais alors, que se passe-t-il quand on demande plus d'ATP que ce que le corps peut fournir? Eh bien, c'est la fatigue musculaire, une sensation qu'on connaît tous très bien. Comme on le voit sur ce graphique, plus on stimule le muscle, plus la force de chaque contraction diminue. Le moteur, tout simplement, il commence à caler. Voilà, on a fait tout le chemin, du muscle qu'on voit à l'œil nu jusqu'à la danse microscopique des protéines, en passant par les systèmes d'énergie qui nous permettent de tout faire. Au final, le muscle, c'est vraiment un chef-d'œuvre d'ingénierie qui transforme l'énergie chimique en force mécanique avec une efficacité juste incroyable. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière grande question. Si le moteur musculaire est si performant, qu'est-ce qui définit vraiment les limites de ce qu'un humain peut accomplir? Est-ce que c'est vraiment la force de nos muscles ou notre capacité à amener de l'oxygène, nos réserves de carburant, ou peut-être est-ce que tout se joue dans la tête? C'est une question qui continue de fasciner les scientifiques et les athlètes. Merci d'avoir suivi cette analyse.